Roman documentaire, littérature du réel, journalisme narratif, quelle formule convient le mieux à votre démarche et pourquoi? Alors, je me sens pas du tout dans le journalisme, c'est vraiment pas mon métier, même si je m'empare souvent au départ de faits réels, effectivement. Mais mon approche de ces faits, ça va plutôt être d'essayer de rentrer dans les détails, d'essayer de m'emparer de toutes petites choses au départ qui peuvent paraître insignifiantes pour leur redonner de la vie, pour leur redonner de la chair. Dans mon roman Un monde sans rivage, donc c'est à partir de photographies, c'est les photographies retrouvées 30 ans après la disparition de 3 explorateurs polaires. Et c'est vraiment la démarche du livre, c'est vraiment, même si évidemment il y a tout un travail de recherche documentaire, l'essentiel pour moi c'était vraiment de rentrer dans ces images, de les faire réapparaître d'une certaine manière, comme sont réapparus ces explorateurs qui pendant 30 ans donc étaient devenus des sortes de fantômes qui nourrissaient les rumeurs, auxquels on avait inventé des vies multiples. Et ça va être à la fois de faire exister ces vies multiples, puisque le temps passant, même les archives, même le document ne peuvent pas finalement restituer une seule ligne de vie, une seule version de la vie. Donc l'envie, le désir vraiment du roman, c'était de restituer ça, la multiplicité des possibles en fait de ces vies qui nous échappent toujours, mais sur lesquelles on peut malgré tout glaner des traces, attraper comme ça des instants auxquels on va pouvoir redonner une existence et surtout rentrer dans ces photographies et les révéler vraiment petit à petit par l'écriture. J'avais une envie comme ça très matérielle, très concrète, qui est liée à la photographie argentique que j'aime beaucoup et que j'ai pratiquée, avec les mots de révéler petit à petit ces négatifs, donc qui ont été retrouvés dans la glace dans l'Arctique et les faire advenir, les faire exister, mais en gardant toujours à l'esprit qu'une image, c'est des multiples couches, des multiples instants, surtout ces images-là qui finalement ont été pendant 30 ans donc dans la glace et donc ont été abîmées, marquées par le paysage, marquées par le temps. On voit vraiment le temps à l'œuvre dans chaque tache de l'image, dans chaque partie noire qui va venir masquer un visage, on voit le travail du temps. Et pour moi, le travail de l'écriture, c'était de remonter le temps et de d'éplucher quelque part un petit peu ces images petit à petit de toutes ces couches en fait qui les avaient marquées pour faire advenir, pour révéler donc la vie et l'errance de ces explorateurs. Donc c'est vraiment très loin du journalisme, même si bien sûr il y a des points communs avec la recherche, avec le journalisme, avec un travail documentaire, mais en essayant plutôt que d'être dans l'exhaustivité et même dans la vérité, trouver plutôt quelque chose, essayer en tout cas qui soit proche d'une justesse, d'un instant, euh, sans essayer d'embrasser et l'ensemble d'une vie, mais plutôt de restituer voilà, des étincelles, quoi. D'acc Pour poursuivre un petit peu sur cette question, qui n'est pas la seconde, mais pour que vous alliez un petit peu plus loin dans le propos, vous avez parlé que du journalisme. Je vous proposais aussi le terme de roman documentaire qui laisse peut-être une petite place à l'imagination. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que roman documentaire, effectivement, pourrait être une appellation. Après, pour moi, le roman, c'est déjà, ça s'écrit toujours dans un temps long. Alors pour tous les romans, mais moi, je suis peut-être particulièrement lente. En tout cas, j'aime bien prendre mon temps pour écrire. Et donc, le roman, ça va devenir vraiment quelque chose qui va attraper euh, des registres multiples, des moments multiples de ma vie aussi, des lectures, des films, des images. Donc, j'ai toujours beaucoup de mal à trouver une catégorie finalement, puisque je trouve que justement un des grands intérêts du roman, c'est que c'est une forme extrêmement plastique qui peut accueillir beaucoup de choses. Et il y a des passages dans mon roman qui sont vraiment presque du registre du roman d'aventure, où on est vraiment dans une histoire où il y a des relents de Jules Verne, de tous ces auteurs-là, auxquels je ne me compare pas évidemment, mais qui me nourrissent. Euh, et il y a aussi des passages effectivement très documentaires, des passages qui vont aller presque plus du côté de l'histoire de l'art ou de voilà comment on rencontre une image, comment on rencontre un tableau, une photographie, des moments beaucoup plus personnels aussi. Et pour moi, tout l'enjeu du roman, c'est vraiment d'arriver à monter, il y a la dimension du montage, elle est très importante pour moi, à monter tous ces registres et tous ces moments ensemble
pour que malgré tout, on ne soit pas face à un objet disparate, on ne soit pas face à un patchwork, mais on soit face à quelque chose qui prend corps et que le roman puisse accueillir en fait tout ça. Donc oui, pourquoi pas roman documentaire, pourquoi pas récit imaginaire, pourquoi pas roman tout court. Je pense que le roman, ça peut être tout ça, et en tout cas, moi, j'aime bien que ce soit tout ça. Bien. Vous avez parlé des photos qui ont été retrouvées dans la glace. Précisément, ma seconde question, j'aimerais que vous retourniez un petit peu sur ce terrain. Quelle a été la place des archives dans votre travail et quel frisson vous donne la découverte d'archives? Alors déjà, le point de départ de ce roman, ça a vraiment été la rencontre avec ces images que j'ai rencontrées un peu par hasard dans une exposition à Copenhague, et vraiment avec leur matière. Donc comme je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est des images qui ont séjourné, dont les négatifs ont séjourné dans la glace, donc qui sont extrêmement abîmés. Pour certaines, on ne voit d'ailleurs plus aucune forme humaine. Les, les- les dégradations de l'image ont vraiment fait disparaître ces explorateurs. Sur d'autres, on peut vraiment retracer leurs activités, les moments de leur vie. Donc la première archive, ça a été ces images euh, qui ont été nourries, bien sûr, par la suite par d'autres documents de toutes sortes. Il se trouve qu'on a eu la chance aussi de retrouver le journal d'André, donc le chef de cette expédition, et aussi le journal de Niels Strindberg, le photographe. Donc on a aussi une énorme matière documentaire, parce qu'ils ont vraiment tout noté. Ça va des repas, des menus, à l'inventaire des objets qu'ils emmènent avec eux, les ours qu'ils vont chasser sur la glace. Donc on a vraiment toutes leurs activités. Je dis activités parce qu'ils ne rentrent jamais justement dans ce qui échappe aux faits, dans les émotions, dans les peurs, dans l'angoisse qui devait les étreindre. Et donc c'est des archives qui à la fois sont exhaustives en un sens, puisqu'elles disent beaucoup de choses, et les photos et les textes, et en même temps qui sont extrêmement trouées, extrêmement lacunaires. Et moi, c'est en ça que ces archives-là m'ont vraiment nourrie et que je les ai trouvées extrêmement fertiles pour l'écriture, c'est qu'en même temps, on peut vraiment se glisser dans les manques, dans les vides, et non pas les combler, mais essayer de leur donner une forme, essayer de se demander ce qui a pu animer leur journée finalement. Trois hommes seuls sur la glace dans une lumière permanente, ça laisse une énorme place à tout ce qui n'est pas dit finalement. Donc il y a eu ces archives-là, évidemment. Il y a eu aussi beaucoup d'autres textes de l'époque. On est en 1897, donc quand ils disparaissent, on les retrouve dans les années 30. Le texte notamment de la personne qui a développé ces photos dans les années 30, et qui raconte à chaque fois à la fois le procédé technique de révélation de ces images, qui tient du miracle, parce qu'on les pensait complètement perdus, et à la fois l'émotion, pour le coup, que lui va ressentir à faire revenir, c'est vraiment des revenants par l'image, à faire revenir ces trois hommes dont on avait complètement perdu la trace. Donc l'envie de ce livre, c'était aussi autour de ces images, de créer comme un kaléidoscope finalement de regards, de supports aussi, puisqu'on a des textes, des photos, des films, voilà, tout ce que j'ai pu trouver qui vient éclairer non seulement leur parcours, mais aussi le parcours d'autres explorateurs de la même époque. Il y a aussi des textes qui m'ont nourri, qui sont des textes littéraires. Je pense à Tarjei Vesaas, par exemple, qui est un écrivain norvégien qui décrit ce vertige du froid, de la glace. Donc d'essayer de me nourrir un petit peu voilà, d'un kaléidoscope, pardon, de choses qui peuvent venir éclairer en fait ce qu'a pu être leur parcours, qui reste quand même par définition invisible. Et il y a toujours, c'est vrai, vous parliez de frisson de l'archive, il y a toujours une joie de trouver quelque chose qui, pour moi, tient à la dimension de l'enquête et de la quête, qui est toujours très, très, très importante dans mon travail. Et je pense qu'il tient au fait de faire avec. Enfin, en tout cas, c'est toujours une expression qui me revient quand je réfléchis à tout ça, c'est écrire avec des faits réels. Je dis vraiment avec, c'est-à-dire à côté, se tenir à côté et essayer d'en comprendre quelque chose, d'en saisir quelque chose. Ça implique qu'on a une position d'écrivain qui n'est pas une position de démiurge. On ne va pas pouvoir tout décider, dire voilà, mon personnage va aller là, il va faire ci, il va avoir tel caractère. On n'est pas du tout dans cette position d'inventeur tout puissant. On doit faire avec les faits.
qui parfois nous déçoivent, qui parfois nous ennuient, qui parfois nous semblent presque trop dans l'histoire de mes trois explorateurs. Il y a une histoire d'amour qui est extrêmement romantique, que j'aurais jamais inventée de moi-même, mais bon voilà, elle existe, il faut en faire quelque chose. Et se demander à chaque fois, de là où on parle, de là où on écrit, avec ce qu'on est, ce qu'on peut arriver à faire avec les faits, avec les traces. Et à la fois, ça limite et en même temps, ça donne une liberté énorme. Et surtout, ça nous sort de nous-mêmes aussi. Moi, quand je me retrouve à devoir, par exemple, raconter une scène de chasse à la baleine au 19e siècle, c'est quelque chose qui, a priori, est très loin de moi, mais qui va justement m'obliger à plier mon écriture à quelque chose qui m'emmène dans des zones complètement étrangères, et dans le temps et dans l'espace, et dans même le registre de langue. Et c'est aussi se nourrir voilà, d'une langue qui n'est pas la nôtre, d'images qui ne sont pas les nôtres. Et c'est souvent là que j'ai le plus grand plaisir d'écriture et que j'arrive aussi à faire des choses dont je suis contente finalement. C'est souvent quand quelque chose comme ça vient me sortir de ce que j'aurais fait de manière tout à fait instinctive. Et ça sort du roman dans une certaine mesure, même si on trouve des moyens pour quand même en faire un roman et toujours pour le faire à sa façon et avec son écriture. Mais ça nous emmène ailleurs. D'accord. Pour poursuivre un petit peu sur cette question, vous parliez des archives comme de traces. Doit-on forcément relier des points entre ces traces? Relier des points entre les traces, c'est une image qui me revient souvent. J'ai souvent l'impression ça rejoint la question du montage finalement, d'avoir des éléments dont au départ on ne perçoit pas forcément les liens, on ne perçoit pas ce qui les relie, le chemin que ça va dessiner. Et tout le travail de l'écriture, ça va être de comprendre justement quel chemin ça dessine, de le décider aussi évidemment, puisque c'est aussi toujours une question de choix, on est toujours en train de faire des choix, mais en étant quand même guidé voilà, par quelque chose qui est extérieur à nous, par quelque chose qui, et relier des points, ça veut dire voir se dessiner une forme aussi. Et pour moi, ça fonctionne vraiment comme ça, l'écriture. Il y a des jalons, il y a des bornes, on part pas de rien. Il y a très souvent au début d'un roman, pour moi, des images que je sais vouloir faire advenir à un moment dans le roman. Euh, mais je ne sais pas encore quel chemin va les relier et je ne sais pas quelle forme ils vont dessiner. Et c'est toujours la quête, encore une fois, du livre, c'est de comprendre en fait quel corps, quelle image, quelle histoire on est en train de reconstituer, quelle disparition, quel manque on est en train d'essayer de mettre au jour avec l'écriture. Ça se fait de manière très progressive. Après, pour moi, ça ne veut pas dire remplir les vides non plus, et ça, c'est important. Je pense par exemple à Sebald, qui est un écrivain que j'aime énormément et qui me guide beaucoup, ou qui me nourrit beaucoup. Sebald, un écrivain allemand qui est toujours un petit peu à la lisière de la fiction et du documentaire. Et ce qui me touche énormément dans son écriture, c'est qu'il travaille toujours justement autour du manque, autour de la lacune, comme peut le faire Pérec aussi, mais sans jamais essayer de la combler. Au contraire, en essayant justement encore une fois de faire avec et de révéler ce vide-là, voilà, de se pencher dessus, de lui donner une forme, de le rendre visible et de le partager, mais sans essayer forcément de dévoiler les mystères, de remplir. Voilà, on ne remplit pas les vides, pour moi, on les révèle. Dans le meilleur des cas, évidemment, c'est ce que fait Sebald. Et c'est ce que je trouve extrêmement bouleversant aussi dans son écriture. Chez Pérec, c'est la même chose. Il ne va pas essayer d'inventer des choses qui lui manquent, il va au contraire les mettre au jour, vraiment raconter ce que ça produit, en fait, une ignorance, une perte. Un vide quel qu'il soit, ce que ça produit dans l'écriture, quelle écriture ça fabrique aussi. Et donc c'est vraiment toujours pour moi un travail d'équilibre un petit peu entre cette envie de rendre apparente, cette envie de relier les points, voilà, de créer une image, et en même temps de laisser cette part de mystère, cette part d'invisible. Qui se trouve aussi dans les images des explorateurs, ces zones blanches. Voilà. Les zones blanches, pour moi, c'est extrêmement important sur le plan de l'espace aussi, sur le plan géographique. Mon livre parle de l'Arctique et l'importance des zones blanches, aussi bien dans l'écriture que dans la géographie, le fait qu'il y ait des zones qui
qui se passent de nous, qu'on ne connaît pas, qui vivent sans nous. Pour moi, c'est extrêmement important, évidemment, déjà sur le plan écologique et concret, mais aussi sur le plan de l'imaginaire, sur le plan de la projection, du fantasme. Je vous entends plus. Oui, non, 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 c'était bien. Non, mon chat miaule, je ne sais pas si D'accord. vous entendez qui miaule. Non, je ne l'entends pas. Je vous Ah, voyais, je voyais qu'un euh, enfant s'exprimait. j'essaye de lui faire des gestes. D'accord. Donc, troisième question qui rejoint un petit peu ce que vous venez de dire. Il me semble qu'exploration et introspection vont parfois de pair. Sortons personnellement transformés d'une investigation au long cours comme la vôtre. Euh, Alors, c'est sûr que pour moi, les romans sont des longues expériences. Et quand je dis expérience, c'est aussi, surtout pour les livres comme celui-là, qui justement mêle un petit l'effet réel et à l'écriture, ça devient vraiment une expérience parce qu'on va s'efforcer de vivre des choses qui vont nourrir le livre. Et donc, le livre va vraiment entrer dans la vie va entrer dans le livre. C'est un livre, celui-là, comme Une île, une forteresse, que j'avais écrit un peu avant, qui m'ont vraiment amené ces deux livres-là à rencontrer des gens, à faire des voyages que j'aurais pas fait, à me retrouver dans des endroits où j'aurais jamais pensé me retrouver. Donc il y a vraiment une dimension d'expérience qui fait que pendant les 3, 4, 5 ans où j'ai travaillé sur chacun de ces livres, il y a non seulement l'écriture, mais il y a aussi tout ce que l'écriture m'a fait vivre, qui évidemment transforme ou font, mais c'est très indissociable de la vie, en fait, puisque justement, le livre va vraiment fabriquer des choses qui, pour certaines, ne seront pas dans le livre. D'ailleurs, il y a beaucoup de rencontres, beaucoup d'expériences qui ne donnent pas lieu forcément à un texte, mais qui joue aussi personnellement sur la vie. Donc, pour moi, le livre et la vie sont extrêmement liés. Et si on sort différent de l'expérience d'un livre, c'est aussi justement parce que ce livre a débordé. Euh, et moi, j'aime beaucoup les livres qui débordent. Bien. Aussi en tant qu'actrice d'ailleurs, hein, juste Ouais, pour ouais. je pense que l'écriture et la lecture, c'est quand même des expériences qui sont très très liées, et que je parlais de Sebald tout à l'heure, quand on sort de la lecture de Sebald, de la même manière, moi c'est une lecture qui m'a amenée à aller voir les lieux, à écrire à mon tour, à aller presque vérifier. Et on est toujours là dans le domaine de l'enquête, même si évidemment on ne cherche pas des réponses ou des confirmations de ce qu'on savait déjà, mais en tout cas on veut voilà, aller voir ce qu'il a écrit. Est-ce que c'est toujours comme il l'a décrit? C'est les sentiments qu'il raconte, en quoi ils vont se transformer chez quelqu'un d'autre dans une autre époque, dans un autre moment. Euh, Même si on ne fait pas toujours concrètement la démarche, évidemment, d'aller quelque part parce qu'on a lu un livre, je pense que les livres qu'on lit et qui nous marquent, il y a toujours cette modification de l'espace, un petit peu cette envie d'aller voir, voilà, ce que ça nous fait, ces lieux-là, ces gens-là qui se retrouvent dans le livre, comment ça vit sans nous aussi. D'accord. Donc, il y a une question subsidiaire à cet entretien qui porte sur le thème de l'incertitude, hein, qui est le thème du festival cette année. La question que j'ai choisie, et je crois qu'il correspond bien à votre démarche, c'est quels savoirs naissent de l'incertitude? Alors, l'incertitude, elle est au cœur de ma démarche. Je travaille beaucoup à partir d'hypothèses et au-delà de ça, l'incertitude, elle est vraiment de toute façun un des terreaux de l'écriture. Euh, je ne sais pas si des savoirs en naissent, mais en tout cas, je pense qu'une inquiétude qui est très actuelle aussi, parce que je pense qu'on est dans un moment évidemment de grande incertitude, mais c'est en tous les sens du terme, c'est-à-dire que la difficulté de se fier aux décisions qui sont prises, la question du mensonge, l'espèce de sol un peu mouvant sur lequel on marche tous, qui crée aussi une espèce de méfiance généralisée envers tout, envers chaque fait, envers chaque image.
tout devient extrêmement sujet à caution. On est tout le temps en train de chercher à savoir si les choses sont réelles, si c'est assez frappant pour le moindre fait rapporté sur Internet, où tout le monde va dire « Ah mais non, mais je pense que ça s'est plutôt passé comme ça ». Et on est dans le « je pense, je crois », parce qu'on n'a plus aucun moyen finalement de croire, comme on a longtemps cru, je pense, aux choses qui existaient de manière un petit peu sûre. Là, on est sur une espèce de sol, voilà, complètement mouvant. Et je pense que c'est aussi beaucoup de là que naît l'écriture, en fait, d'une faille entre l'impression qu'on a des choses et ce qu'on en lit, ce qu'on en entend, sentir qu'il y a un décalage, qu'il y a une fissure, qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, en fait. C'est pour moi vraiment un des moteurs de l'écriture, y compris dans les livres que j'ai pu écrire. Et justement, si on revient à Un monde sans rivage, ces photographies, ce récit des explorateurs ne colle pas avec ce qu'on imagine de leur vie. Ces 3 explorateurs qui sont en train de dire tout va bien, l'Arctique est magnifique, nous mangeons des algues, enfin qui positives, qui sont dans une espèce de quête comme ça très 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 virile quelque part et presque joyeuse alors qu'ils marchent vers la mort. Évidemment, il y a un hiatus, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et l'écriture se glisse là, et de manière beaucoup plus actuelle aujourd'hui, si on écrit sur ce qui se passe aujourd'hui, je pense qu'il y a cette même faille, voilà, ce même doute. Alors après, est-ce qu'il fabrique un savoir? Pour moi, c'est difficile à dire parce que ça se sait pas tout de suite, justement. Je trouve que c'est ça aussi qui donne parfois envie de ne pas écrire trop vite, ou en tout cas de ne pas trop vite livrer son opinion. Pour moi, l'écriture sur le moment, l'écriture qui va aider à avoir un savoir, c'est toujours par la suite. On va se relire par la suite, on va prendre des notes, on va poser des jalons, mais je pense qu'on ne peut pas les comprendre dans l'immédiat. Enfin, en tout cas, pour moi, ce n'est pas possible de fonctionner comme ça. Par contre, je trouve important de faire exister cette incertitude, c'est-à-dire de la matérialiser sur le papier, de lancer des pistes et de se relire. Et à chaque relecture, avec le temps qui passe, je pense que ces pistes-là, peut-être, pourront nous aider plus tard à comprendre ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Voilà, c'est un espoir, c'est pas sûr. Mais en tout cas, voilà, pour moi, l'incertitude, elle est surtout le moteur de cette recherche qui prend du temps et qui s'éclaire dans le meilleur des cas avec ce passage du temps.